bonsoir tout le monde. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. C'est vraiment très, très gentil. C'est même très humain, je trouve. Je ne pouvais pas résister à l'accent. Ah, Un accent l'accent. comme celui-là, moi, on me dit toujours que j'ai de l'accent, mais quand j'entends l'accent, je dis, ah, c'est chez moi, je descends, quoi. Voilà. Ah, je me posais la question. Tu es du sud de la France? Oui, moi, je suis née à Alès, mais je suis sévenole. Voilà. Ah, Donc, d'accord. et je connais très, très bien la région de Saint-Cyprien, Canet, tout ça. C'est bien sûr que je connais parfaitement. Ah, Voilà. c'est cool. Ah, mais avec la bambouseraie, tout ce qu'il faut à Alès. Angus, oui. Oui, Alès, c'est juste à côté. Alès, c'est autre chose. Donc voilà, donc en fait, moi, je voulais t'inviter ce soir. Déjà, si les gens ont des questions à te poser, c'est interactif parce que moi, je peux aller voir sur Facebook les questions qui te seront posées. Et donc, moi, j'avais aussi quelques questions. Voilà. C'est la première question, c'est qui est Ghislaine Dubosc? Qui est la psychoanalyste qui s'est intéressée au chamanisme un jour et qui du coup en a fait, pas une religion, mais en a fait un mode de vie. Euh, Si on pouvait répondre à qui je suis, hein, ça serait super. Hein. Simplement, je crois que chacun fait la route de qui il est. Donc, ce que je peux parler, c'est de ce qui s'est passé, comment je le vois en ce moment, ce qui sera sûrement très différent dans quelques temps. Mais en fait, ma route, c'est juste, j'ai suivi la route, en fait. Hein. J'ai eu la chance de commencer dans une famille où on avait des perceptions élargies, puisque mes deux grands-mères étant guérisseuses, étant médiums, on avait automatiquement une certaine sensibilité. Mon grand-père était protestant, mais il parlait quand même à l'esprit de son père quand il avait un problème à régler. Donc, le début de ma vie est fait d'une réalité par rapport aux énergies, guérir le feu, des choses comme ça, et surtout à la simplicité qu'il y avait de vivre dans ces dimensions diverses. Hein. Ma grand-mère, qui était une immigrée espagnole, a été conduite par l'esprit d'une amie, a retrouvé sa fille parce que c'est l'esprit de son oncle qui l'a fait retrouver à la frontière. C'est des aventures superbes, bien sûr, mais c'est aussi des communions où on a les vers qui sautent et la grand-mère qui dit il va falloir nettoyer, il faut faire venir la fille pour nettoyer énergétiquement la maison. Donc c'est cette enfance où les choses sont assez simples et qui par contre vont se jeter dans un mur avec l'arrivée en pension et d'une vision plutôt réaliste, comme on dit, c'est-à-dire qu'on partage qu'une seule réalité et où les perceptions, les visions, savoir si quelqu'un est malade, quand on est enfant, on lui dit « tu es malade », on lui dit « tu vas mourir » et ça plaît à personne, bien entendu, d'avoir ce langage-là. Donc on finit souvent, enfin moi j'ai fini comme une sorcière et comme une personne pas fréquentable. Donc, ça demande de l'isolement. Et l'isolement dans un parcours chamanique en fait partie. Hein. Personne n'a envie d'être chaman chez les Indiens. Ce n'est pas un cadeau. Hein. Non. Donc, en fait, il y a un isolement qui cultive aussi cette façon de percevoir le monde, puisque le monde ne veut pas nous inclure, de le percevoir dans sa dimension sensible. Voilà. Et puis, quand j'ai vu que c'était si difficile, je suis rentrée dans le rail, hein, comme on dit, c'est-à-dire j'ai essayé de penser que tout ça, c'était de la folie, et je suis rentrée dans les affaires. Et à un moment, j'ai repris un groupe important, d'ailleurs, où Canet Sud, c'est quand même mon père qui l'a créé, hein, donc, de A à Z. Donc, quand j'ai repris l'affaire, hein, pour pouvoir faire diriger ça, c'est ainsi prié, on a eu des programmes, donc j'étais dans un groupe que j'ai dirigé et aussi sauvé à un moment important, hein, puisqu'en France, on était le 5e. Et là, je me suis battue pour réussir et être une femme très, très cartésienne, jusqu'au jour où, ayant eu les enfants, l'argent, la réussite et tout ce qui fait que normalement on tape que je suis quelqu'un de raisonnable, hein, et qui raisonne bien, c'est-à-dire qui est quand même plutôt un tueur qu'autre chose, hein, coupé de toute sensibilité, c'est à peu près ça que ça donne. J'avais des migraines épouvantables. Et donc, je demandais, j'étais dans l'avion avec ma collaboratrice qui me lit un article qu'une journaliste était allée voir, un type qui s'appelait Patrick Drouot, et elle avait découvert qu'il y avait une vie antérieure et que dans cette vie antérieure, elle avait eu la tête coupée, d'où lui venaient ses migraines. Alors moi, je lui disais, les vies antérieures, ça, j'en ai rien à foutre, j'y crois pas. Mais si quand même, elle fait une séance, elle n'a plus de migraine, moi, je me piquais pratiquement tous les jours.
J'ai dit, là, prends-moi rendez-vous. Et en fait, quand je vais le voir, il me dit, oui, mais ça ne sera pas une seule fois, ça va être en 3 fois. Bon, j'ai dit, ça y est, c'est encore l'arnaque, ce truc-là, je savais que je ne pouvais pas y bouger. Il me dit, non, non, vous verrez, on va d'abord faire une régression à votre adolescence, après dans le ventre de votre mère, et puis de la 3e étape dans la vie intérieure. Franchement, j'avais tout fermé et ça m'énervait. Mais j'étais tellement malade. Et donc, il commence à me faire son induction dans ce schéma qu'il appelait hypnotique, sauf que évidemment, il ne savait pas qu'avec ma sensibilité, je suis partie et j'ai vécu plusieurs vies et plusieurs fins de vie. Et ce que j'ai compris, c'est que je retournais dans le même schéma et que j'allais mourir avec la même peur et que ce que je faisais, je l'avais déjà fait. Et que de devenir riche ou célèbre, ça n'avait aucun intérêt parce qu'on mourrait seul. Et à ce moment-là, quand je suis revenue, il m'a dit « Oh, mais vous savez, vous avez des dons, vous avez ça, c'est incroyable. » J'ai dit « Je ne vous avais pas demandé ça. » J'ai payé et je suis partie. Et j'ai marché dans Paris, mais pendant des heures. Et je pleurais. Et j'ai dit je vais arrêter tout ça parce que je sais où je vais et je ne veux pas y retourner. Et quand je suis rentrée, que j'ai dit que j'allais arrêter, tout le monde a rigolé en disant toi, si tu n'as pas tes 20 heures, si tu peux travailler, tu es une hyperactive, tu peux rien. Oui, sauf que je l'ai fait. Je me suis désengagée, j'ai désengagé les entreprises et au bout de 2 ans, j'ai fait, tout était prêt, je pouvais faire une dépression, ce que j'ai fait. Et au cours de cette dépression, j'ai rencontré ce que c'était la route et puis mes origines, ce que je savais faire. Et j'ai eu la chance de tomber sur des thérapeutes fabuleuses qui étaient un peu particulières parce que c'était l'époque de la thérapie où on faisait n'importe quoi. C'était génial. Et donc, je fais n'importe quoi. On faisait du reverse, on faisait de l'hypnose, on faisait de la biodanse, on se tapait tout, quoi. Et il y avait la PNL qui commençait à arriver. J'en ai une qui me dit, viens faire la PNL. Je fais la PNL, puis je rencontre Carole Erickson, je fais l'hypnoseéricksonienne avec Carole, je me retrouve avec Dils pour la PNL. Enfin bref, je me retrouve avec une bande où on avait compris que le cerveau, c'était un disque dur et qu'on pouvait aller trifouiller là-dedans pour aller bien mieux. Donc, après une thérapie plutôt spirituelle, où je rencontrais Osho Rajneesh, Krishnamurti, etc., c'était quand même la rencontre où on bougeait beaucoup, on y allait. Je me suis lancée comme étant thérapeute. J'ai fait une formation avec des outils, mais à l'époque, on se donnait le diplôme parce qu'on avait l'idée qu'on ne pouvait pas mener quelqu'un à avoir confiance en lui, à sortir du regard des autres et s'il devait être validé par quelqu'un. On croyait à l'époque que quand tu es prêt, tu as fait tous les outils, tu as fait ta route thérapeutique, tu dis, voilà, je suis prêt, je mets le panneau. Je peux vous dire qu'on ne le mettait pas facilement, on attendait, parce qu'on avait une trouille terrible. En fin de compte, le diplôme, c'est beaucoup plus facile. Quand j'ai après été dans une école où je dirigeais des psychothérapeutes, qu'il y a des gens qui allaient devenir psychothérapeutes, je leur disais, vous savez, c'est facile. Parce que si on vous dit, tu l'as, tu crois que tu es compétent. Alors que nous, on était vraiment obligés de le sentir. Et donc, j'ai commencé la thérapie. J'ai surtout travaillé dans les entreprises à un moment où j'ai créé des outils extrêmement performants à l'époque où il y avait Fabus qui licenciait à tour de bras. Et donc, j'étais bien dans cette thérapie jusqu'au jour où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis retrouvée dans les Andes où, avec mon beau-fils, on était allé voir un premier village indien. J'étais étonnée d'être à l'aise. J'étais étonnée d'avoir cette impression de connaître les lieux, surtout quand on est allé à Sainte-Augustine. Alors, en plus, il y avait la guérilla, c'était un truc épouvantable d'aller là-bas, mais ça nous faisait une aventure terrible, juste parce qu'on était inconscient. Et là, j'ai commencé dans ce lieu, à Sainte-Augustine, c'était des énormes statues qui datent vraiment très, très anciennes, mais qui sont presque de l'art moderne. Et j'ai commencé à rentrer dans les pierres, ce que je fais depuis l'enfance sans qu'on me l'ait appris. Et ça me plaisait, cette énergie de la mort était très différente de ce qu'on nous enseignait. Et puis, quand on est arrivé au village, j'ai trouvé qu'il y avait un lieu qui me paraissait bizarre. Et donc, j'y suis rentrée, j'ai analysé le lieu et je suis rentrée dans le lieu. Et quand je rentre dans les lieux, j'ai toujours voyagé comme ça. Et
C'est jamais personne qui m'a appris quoi que ce soit. Je savais faire ça. Je rentrais dans les lieux et je me suis dit, oh, c'est une fontaine de fertilité. C'était ça que j'entendais. Oh mince, je me dis, c'est dommage parce que les femmes qui devaient avoir des problèmes de fertilité, il fallait qu'elles viennent là. C'est bête que ce soit fermé. Et à ce moment-là, il y a mon beau-fils qui me dit, tu sais, il y a le chaman, il dit que tu as beaucoup de chance parce que tu parles vraiment bien aux pierres. Et là, le monde s'est effondré parce que j'ai compris que ceux qui étaient autour partageaient et allaient au même endroit que moi. Donc, c'était une réalité commune. Et tout d'un coup, les perceptions que je gardais, parce que j'avais ce souvenir de folle qui n'était pas encore complètement parti, eh bien, étaient soignées. Et j'ai commencé à me dire, waouh, si tout le monde voit là dans ce village ce que je fais, alors je suis complètement normale, quoi. C'est juste que c'est vu dans une autre culture. Et là, j'ai commencé à chercher les rituels, les choses comme ça qu'ils avaient dans différentes tribus, hein, ou différentes rencontres. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait certaines populations indiennes, des autochtones, qui avaient leurs croyances, certaines étaient en verticale, comme je l'explique souvent, et qui ont un schéma différent d'une autre, mais quand même avec une construction. Il y a peut-être 200 esprits. Alors, il y a les hauts esprits, les grands esprits, les petits esprits. Donc, on se retrouve avec si on est en Mongolie, tout ça, il y a des échelles incroyables. Et donc, il y a des puissants, des moins puissants, on se retrouve avec ça. Et la façon de se construire donne un pouvoir différent au chaman. Moi, ce qui m'a plu, ça a été la rencontre avec les livres, puisque je n'ai pas eu la chance, il est décédé, de rencontrer Pierre Clastre, qui a parlé d'une tribu qui m'a passionnée, les Guayani. Et en fait, c'est la tribu qui a dans le monde, il y a deux réalités, la réalité verticale et le cercle. Il y en a deux, c'est-à-dire que dans un cas, notre réalité, on a l'élu, le visionnaire, celui qui voit, celui qui sait, celui qui est inspiré et celui qui est choisi pour entraîner une vision, et tout le monde va derrière. Et puis, il y a cette civilisation qui a pensé que le mal, c'était le un. Et que donc, c'est à partir du multiple que vient l'expression unique. Hein, c'est quand tous les chants se mettent qu'on entend la chanson. Donc ça a été pour moi une révélation, et j'ai eu le sentiment d'être très très proche de ma culture, très proche d'une autre façon de réaliser qu'est-ce que c'est qu'une tribu, qu'est-ce que c'est qu'un cercle. Et quand j'ai fait venir des amis comme José, qui est un Indien qui venait d'Équateur, ou d'autres qui sont des chamans très simples, pas de grands auditoires, pas de grande vision, ils n'ont pas besoin de picoler comme des fous pour s'en sortir. Donc, quand j'ai rencontré des êtres qui avaient cette vision et cette vie, hein, où ce cercle, cette horizontalité faisait que, par exemple, dans l'hôpital, hein, puisque tu es infirmière, eh bien, on sait que le technicien de surface est aussi important que le chirurgien pour l'opération. On est dans un cercle, on n'est pas dans une verticalité où il y a un type hyper intelligent et un con qui bosse en bas. Vous voyez, c'est très différent. Et ça m'a plu. Et à partir de là, j'ai commencé déjà à changer ma façon, puisque j'étais psychothérapeute et sexologue. Donc, j'ai commencé à changer et à oser travailler avec le cœur. Et aussi à trouver dans chacun de mes patients une part de moi. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans la structure normale de la thérapie. Voilà, c'est l'opposé. Et j'ai fait mon 180 degrés. Et ce qui m'a passionné, c'est que ça marchait beaucoup mieux. Voilà, c'est tout. C'était beaucoup plus efficace. Et à partir de là, mes groupes, qui étaient avant des groupes de développement personnel au niveau du rebirth et de toutes les techniques que nous avions, eh bien, sont devenus des groupes d'inspiration, c'est-à-dire que je ne sais pas, mais les choses viennent. Les rituels chez moi sont éphémères. Alors, il y a souvent des professionnels qui me disent, est-ce que je peux le prendre? Je dis, tu le prends parce que moi, je l'oublie. Je ne sais même plus comment je l'ai fait. Mais eux, ils s'en servent, ils le répètent après. Ça va très, très bien. Et j'ai commencé à me laisser inspirer. Et très souvent, on va me dire, ah oui, mais là, tu fais le rituel de les Navarros ou des machins. Je dis non, je fais ce qui vient. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on ouvre ses perceptions, c'est un peu comme quand vous êtes aveugle et que vous voyez la mer, on n'a plus besoin de personne pour vous la décrire. Il y a des grandes chances que vous allez avoir des sensations égales. Quand vous rentrez dedans, vous avez froid, vous avez chaud, vous aimez les bagues ou pas, mais vous savez que l'expérience est là et que donc,
votre rapport à la mer risque d'être assez commun avec tous ceux qui ont connu la mer. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je fais, et je fais des initiations, mais je fais aussi des soins que j'ai appelés des soins chamaniques. Alors, on m'a dit, c'est les constellations que tu fais. C'est vrai qu'elles sont particulières, parce que dans mes constellations, tout est au même niveau. Ça peut être une plante, ça peut être un animal que vous avez, ça peut être un être. C'est une autre façon de travailler. Et dans mes vidéos, quand vous entendez parler de l'Indien, eh bien, c'est cette vibration qui est née en moi et qui est tout simplement, je crois, quelqu'un d'ouvert dans l'ensemble de ses perceptions et qui a réuni le corps et la tête. C'est assez simple. Et aujourd'hui, on a besoin de réunir le monde virtuel avec le monde réel. Et si on le fait déjà en soi, eh bien, on s'ouvre à une autre réalité qui vous sort de l'esclavage et vous amène à l'homme libre. En tout cas, l'homme libéré du robot qu'on devient, hein, notre conditionnement, et qui fait que chaque fois qu'on est humain, on est hors la loi. Voilà. C'est très, très intéressant, oui, c'est vrai. Et comment t'es venue l'idée de faire tous les jours une petite vidéo là pendant le confinement? Ah, alors là, c'est que, bon, moi je suis en Normandie, au centre, hein, le cœur du hérisson qu'on a créé, donc j'étais extrêmement privilégiée parce que j'allais vivre un confinement qui n'était quand même pas douloureux, il faut le dire. Et je me suis dit comment accompagner les gens dans cette épreuve, parce que pour moi, c'était comme si on avait mis les gens dans une retraite ou dans une quête de vision, comme on dit chez nous, hein, chez les Indiens, en tout cas, il y a des quêtes de vision, et ils n'ont aucun accompagnement. Alors je me suis dit, c'est pas possible, parce qu'il va y avoir des angoisses, il va y avoir des questions, et c'est peut-être, à ma façon, c'était une façon de dire, il y a un point de repère, et si ça va vraiment pas bien, bon, vous pouvez toujours avoir cette réflexion qui accompagne, en même temps que je fais ma route, eh bien, on partage cette route, ce qui fait qu'on devient des gens sur le chemin, et pas chacun dans son coin. Et c'est ce qui m'a donné envie, et j'ai compris aussi que ça a accompagné beaucoup de gens, et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté, parce que je crois que dans la vie, il y a l'activité que l'on fait pour se nourrir, hein, et répondre à ses besoins, mais que l'espace de la gratuité est essentiel. Parce que moi, je dis, je fais ma suffisance, mais après, j'aime donner. Parce que ça me plaît. Hein, c'est vraiment, je le fais parce que j'aime ça. Je ne suis pas contrainte, ce n'est pas un sacrifice, c'est une joie. Donc, c'est ma façon d'être en accord avec ce que je crois du comportement qui comble. Hein, celui qui nourrit, et puis celui qui nourrit plus encore quand c'est la gratuité. Oui. C'est pour ça que nous le faisons comme ça aussi à l'association, qu'on laisse les vidéos même après confinement en gratuité pour que les gens puissent aussi se nourrir. C'est exactement le principe et le but, quoi. C'est exactement ça, c'est rigolo. Voilà. Par contre, tu nous as parlé du centre Hérisson, c'est ça? Ça s'appelle le Cœur du Hérisson. Ah, C'est un centre qu'on a monté en Normandie, hein, où on reçoit des gens qui enseignent le yoga, des chamans du monde entier qui viennent. On a aussi toutes sortes de disciplines. Hein. Souvent, on a 3 groupes en même temps. Hein. C'est un lieu qu'on avait au départ pour nous. Hein, comme je disais, hein, il suit aussi ce lieu mon propre parcours et celui de mon mari, où à un moment, on avait une très belle propriété pour nous, et un jour, on s'est dit, ça n'a pas de sens, on va le partager. Et donc là, j'ai créé ma première salle avec une façon d'un habitat particulier pour les groupes, et puis on a agrandi, on a fait 2 autres bâtiments pour créer d'autres, de permettre d'être plus ouvert, et comme c'est un lieu vraiment magique, hein. Il y a 3 bras de rivière, il est entouré de bois, on est tout bio, hein, chez nous. Donc, on s'est dit, on donne la possibilité à chacun de se nourrir de ce lieu. Et on voit qu'avec les années, ce lieu en énergie s'est vraiment transformé suite à tous ceux qui passent et qui sèment des ouvertures et qui font vivre en fait ce lieu. Voilà. Et donc, on l'appelait le cœur du hérisson parce que j'ai perdu un fils qu'on appelait le hérisson, et c'était à ce moment-là, et c'est en pensant à lui, ou c'est en traversant ma peine, qu'on a ouvert ce lieu. Donc, je crois qu'il a né un peu la racine dans la fenêtre qu'il m'a ouverte en me quittant. Voilà.
C'est un très joli nom. En tout cas, le cœur du hérisson, ça Ben parle oui, parce beaucoup, je que pense. on dit toujours caresse-moi, mais on a toujours peur, donc on pique. Et pourtant, Ça c'est doux, paraît un normal. hérisson, quand on le caresse réellement. Ah oui, quand on le caresse, il est très doux. Mais Ah oui, sinon, s'il a peur, il pique. ça c'est vrai. Ah, c'est ça. Oui. Et donc, toi, dans ce lieu, qu'est-ce que tu proposes? Ben, moi, je fais des stages d'initiation ou des stages de soins. Et puis, il y en a d'autres qui font d'autres stages. Hein, c'est des groupes, hein, des fois des groupes importants, des fois des groupes, ça peut être des groupes de 8, ça peut être des groupes de 20. Hein, ça dépend le soin ou ce qu'on va faire. Et puis, on fait des huttes de sudation hein, qui sont aussi là. On fait des marches en forêt, on fait pas mal de choses. Les quêtes de vision, je les fais quand c'est belle parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu plus. Là, c'est un peu un utérus. Donc, en fait, on se croit très à l'abri et ça permet de se lâcher. Alors que quand on fait une quête de vision en Cévennes, c'est. C'est du lourd. Bah, oui. Oui, parce que la nature est quand même demande beaucoup d'humilité et quand on arrive, on n'en a pas beaucoup. Alors, elle ravine très très bien l'âme. Et bon, il faut être prêt aussi. Ça devient aussi en France très très compliqué de faire des quêtes de vision. Donc aujourd'hui, on part en Arizona ou on va ailleurs parce que avec les assurances et tout, si on dit à quelqu'un, il trouve son lieu de pouvoir en forêt, mais oui, mais il n'a pas de téléphone. Et oui, il y a des animaux. Et oui, des fois, il y a des sangliers qui traversent le lieu de pouvoir. Alors à ce moment-là, on dit ah mais s'il y a un accident, ben oui, mais c'est aussi une quête de vision. Et ouais. Et bon, on ne peut pas vivre une expérience qui demande d'aller chercher une connexion à la forêt et au monde pour se sentir à sa place et être dans un cocon où vous savez que vous êtes protégé partout. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors ici, par exemple, quand on a fait moi j'ai inventé des chaises de méditation, c'est-à-dire c'est des lieux qui font des choses qu'on construit les gens et qui représente à une quête de vision, mais qui est plus sécurisée que quand on va en forêt. Et c'est un peu dommage, mais bon, on s'adapte avec la peur ambiante. Hein. C'est ça. C'est ça. Et la mer, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, la mer, c'est vraiment autre chose parce que moi, j'ai aussi été beaucoup sur l'eau. C'est une autre énergie et c'est pas celle-là avec laquelle je travaille le mieux. Ouais. Parce que c'est peut-être, comment dire, par facilité. Hein. Il y a eu une époque où je voyageais beaucoup. Maintenant, bon, je suis très écolo, donc je ne voyage pas. Hein. Et même quand on m'invite partout, je n'y vais pas. Et j'essaie de prendre les lieux dans lesquels je vis. Et la mer, si on va à Saint-Cyprien, à Canet, tout ça, Oui. c'est avec ces barres d'immeubles, c'est pas aussi intéressant. Hein. Quand Non, on avait les Spiguettes à côté du Gros du Roi à l'époque, hein, c'était merveilleux, c'était désert, on était à poil, on était heureux comme des c'est pierrots. clair. Bon, aujourd'hui, c'est organisé, c'est plus du tout la même chose, plus tous ces bateaux qui sont là. Donc, il faut aller dans certains endroits, hein, comme aux Philippines ou ailleurs, ou dans des îles dans lesquelles j'étais allée, à Carthagène, en face de Carthagène, il y a plein d'îles qui sont superbes, où là, on retrouve des poissons. Alors là aussi, la mer, si on prend les Caraïbes aujourd'hui, c'est terrible, parce que moi, je les ai connus avec des milliers de poissons et il n'y en a plus. Mais par contre, on a peut-être les sous-marins hein, qui permettent de voir rien. Mais donc là, c'est trop triste. Donc déjà, il y a plein d'endroits où j'ai été il y a 30 ans. Je disais déjà il y a quelques années, avant qu'on arrête de voyager, je disais c'est fini, je veux plus y aller parce que je fais que pleurer. Quoi. Donc, comme quand on va en Martinique dans une forêt primaire et que à un moment vous êtes en train de crapahuter et le guide vous dit écoutez, ce qu'on écoute c'est le silence. Il dit oui, il n'y a même plus un papillon. Bon ben là, ça va. La blessure de la terre elle est là et je crois que ce que m'a appris le monde des Indiens, c'est que on est attaché à la terre dans laquelle on est né, dans laquelle on est élevé. Et on peut aller voir des forêts qui sont encore fortes, des paysages qui nous rappellent que la nature est puissante. Mais notre terre, là où vous avez vos racines, s'il y en a même qui sont en ville, ils ont quand même des racines dans leur lignée, là où on sent qu'on respire mieux, qui n'a rien à voir avec les idées qu'on se fait, je suis malade, je vais aller au soleil. Il y en a qui sont malades, et ben non, ils vont aller exactement là où il pleut tout le temps, mais parce que c'est leur racine. Eh bien, je crois que c'est là où il faut œuvrer et soigner. Parce que
on a une connexion qui est juste. Et sinon, on a une connexion littéraire ou romantique ou fantasmée. Moi, je connais mes rivières où il n'y a plus d'écrevisses. Je les connais. Je connais le Gros du Roi à Palavas où on ramassait des palourdes pour manger facile et où il n'y en a plus. C'est vrai. Donc, je sais les lieux que j'aime où je fais en sorte que les choses puissent revenir. C'est bête, mais si on s'occupe de ses racines, je crois que faut pas aller loin, mais ça me paraît utile aujourd'hui. Et ceux qui sont des citadins, eh bien, il y a aussi les villes à soigner. Quand vous regardez un immeuble, c'est des montagnes de sable. C'est vivant aussi. Là, sous le goudron, il y a la terre. Donc, quand on regarde les villes, ces arbres qui osent respirer dans un endroit irrespirable sont des courageux, sont des gardiens. Et je crois que si j'habitais la ville depuis plusieurs générations, je serais une passionnariat des jardins, des arbres, des immeubles. J'essaierai de faire que, de célébrer la transformation du vivant qu'on a fait pour pouvoir se loger. Donc, parce que sinon, dans la ville, aujourd'hui, on ne voit que la main de l'homme. Et on a l'impression que l'homme a tout construit parce que partout où on regarde, il ne parle que de lui, que de son art, que de ses œuvres, que de ce qu'il fabrique à manger. Et c'est sûr que 3 générations là-dedans, je ne sais plus que pour que toutes ces choses que j'approprie, que j'ai donné la propriété à l'homme existent, eh bien, il faut tout simplement qu'il prenne quand même la base dans la nature qui lui a rien demandé. Et si on comprend qu'on est avant tout des copistes et pas des créateurs, notre humilité pourra peut-être nous permettre de célébrer la création qu'on a faite en la rendant à César. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, donc je crois que chacun a son territoire aujourd'hui à aider à survivre à ce qui arrive, quoi. Ouais. À défendre, non? Défendre, c'est un mot Oui, qui serait… oui, défendre, à le défendre de quoi? De quoi on a besoin d'être défendu aujourd'hui? Voilà, ça peut être une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui est flagrant et effrayant? C'est simple. Si je prends un appartement ou une maison de quelqu'un qui est maniaque ou tout simplement très très ordonné, ok? Je sais une chose, c'est que quand je vois un lieu comme ça, je sais que la personne contrôle tout et qu'elle est rassurée si tout est à sa place, tout est comme elle veut. Ce qui fait que si vous déplacez une chaise ou un objet, vous allez déranger votre hôte. Bien. De la même façon, si je vois un appartement ou des fois des petits studios, surtout chez les ados, mais chez d'autres personnes aussi, ou même chez des gens qui sont fortunés, mais des fois qui ont ce même problème, qui est envahi, envahi de tout. La personne, on dirait qu'elle est cachée sur tout ce qu'elle a accumulé. Et généralement, on le sait, on est avec quelqu'un qui a perdu le contrôle et c'est la vie qui l'étouffe. Donc, il se tasse. Ça, c'est au personnel. Maintenant, prenons la planète. Au niveau de la planète, vous regardez l'agriculture aujourd'hui, on se met un peu en hauteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des milliers d'hectares très propres, très bien rangés et surtout faits pour les énormes engins qu'on a créés. Donc, on a une architecture, un environnement qui est fabriqué à partir de la machine. Les villes sont fabriquées à partir des voitures. Les immeubles et les lotissements sont fabriqués à partir des poubelles, à partir de l'électricité qu'il faut faire passer. Mais quand on les regarde d'en haut, c'est pom, pom. Alors, on se retrouve, on se dit, mais c'est le pays de je contrôle tout. Et maintenant qu'on a mis des caméras, n'en parlons même pas. Mais architecturellement, on rentre dans un appartement, pas d'un maniaque, mais de quelqu'un de contrôlé. Et quand on voit qu'on perd le contrôle, par exemple à Paris, où il y a un sentiment de perdre le contrôle, on dit « Oh, Paris devient sale hein, !» parce que tout doit être bien propre, tout doit être meublé. C'est vraiment cette idée que je contrôle la situation quand la ville est impeccable. Mais de la même façon, on regarde aujourd'hui la Terre et on voit pousser des ghettos comme jamais. On voit pousser le 6e continent de poubelles. On voit pousser des endroits où il y a des montagnes de voitures cassées, où il y a des… Et on se rend compte que les hommes qui sont dessous sont
étouffé. Donc, on a un monde dépressif avec un monde de grand contrôle. Et en fait, ça, c'est les deux qui se passent aujourd'hui au niveau de la Terre. Et le petit bout qui reste, qui est normalement nos forêts primaires, etc., raconte l'autre histoire, celle qui, à mon avis, il va falloir défendre, c'est qu'avant, il n'y avait pas un qui contrôlait l'ensemble. Il y a chacun à sa place, qui fait que le monde tourne. Si mon corps meurt, on m'enterre, il y a ceux qui vont manger mon corps qui s'en sortent très très bien. Chacun est à sa place. Et moi, pour me nourrir, j'ai mangé d'autres. Mais la nature fait que la nature est harmonieuse et complètement contrôlée, on pourrait dire, par l'absence de contrôle, mais la place de chacun. Donc, nous, on est rentré dans l'hypercontrôle ou l'état dépressif et on veut arriver à détruire peu à peu cette biodiversité des êtres qui aurait permis d'avoir une harmonieuse chaîne. C'est pour ça que c'est un vrai carrefour aujourd'hui. Hein. On voit beaucoup de gens et de lieux qui sont horriblement euh, envahi par des détritus, par beaucoup de choses. Mais comme me disait une de mes patientes qui travaille chez Médecins Sans Frontières, elle me disait, mais tu sais, quand tu dois choisir entre prendre un verre d'eau pour te laver ou pour boire, tu fais quoi? Tu bois. Donc, tu ne te laves pas. Donc, tout reste. Et puis, notre nature profonde, et on le voit quand on voyage, c'est que ce qu'on mangeait était la terre. Hein, la banane, le fruit, etc., c'était la terre. Ce qui fait que ce que je chiais était aussi pour la terre. Et je pouvais jeter tous les trucs puisque la terre allait aussi s'en nourrir. J'étais un organisme vivant qui transformait les choses et les retournait à la source. Sauf qu'aujourd'hui, on jette toujours. Sauf que l'organisme vivant, ce qu'il met dans la terre, il empoisonne comme il s'empoisonne. Donc, c'est un cercle fou. Voilà. Avec le confinement, on a vu quand même beaucoup de choses émerger. Les gens se sont rendus compte que la nature, c'était important. Un petit Oui. espoir, peut-être. Eh bien, c'est là où ce confinement va être très important parce que selon l'histoire qu'on va raconter de ce confinement, selon ce qu'on aura appris sur le rythme de la vie, sur cette course infernale, sur le fait qu'on n'est pas addict forcément à la consommation, qu'on peut cuisiner, que c'est fort agréable, que les liens sont plus importants que le bruit que l'on fait, eh bien, il est évident que si on arrive à faire de ce ressenti une histoire qui nous fait créer un autre possible, ça sera merveilleux. De toute façon, ce qu'a apporté le confinement, c'est l'idée qu'on a traversé une épreuve commune à tous. Ce qui veut dire que dans notre inconscient, on a pu mettre le nous. Même si on l'a vécu sous des formes diverses, on était sur le même bateau. Et ça, d'habitude, c'est les guerres qui offrent ce truc-là. Et là, ça a été cette prise de conscience que la vie est importante puisqu'on a essayé d'avoir le moins de morts possible. Maintenant, ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on va en sortir au niveau de l'histoire qui va le concrétiser dans quelque chose de merveilleux ou de pire. Oui, ou de pire, ça c'est sûr. Ça, c'est Oui, sûr. on peut avoir l'un ou l'autre. Mais par exemple, j'ai l'impression que si là, on peut sortir du confinement, je pense que si les gens du milieu hospitalier se mettaient en grève, je crois qu'ils auraient beaucoup de monde à leur côté. Alors qu'on n'avait pas l'idée de descendre. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui diraient non. Et ce qui est intéressant dans le non, c'est que ce qui permet d'agir, c'est un non qui fait que toutes les cellules disent non. C'est pas possible que je fasse autrement. Et pour arriver à ça, il faut rentrer dans son corps. Parce que quand on avait fait le fameux indignez-vous, eh bien, personne n'était prêt vraiment. Ça a fait du bruit, mais il n'y avait vraiment pas encore dans le corps. Je crois que le coronavirus, cette expérience a ramené beaucoup de gens dans leur corps et dans le fait que non, on ne va pas laisser passer que les gens qui nous ont permis de traverser cette période restent sur le côté. Je crois qu'il y a un non et puis il y a la jeunesse surtout. La jeunesse qui a découvert le collectif, qui a découvert des gestes généreux, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils n'ont jamais eu ça dans les écrans. On leur apprend à l'école qu'il faut marcher sur la tête
tout le monde pour réussir. Donc là, ils ont vu que c'était l'inverse. Tendre la main, ça devient glorieux. C'était grand nouveau. Hein. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a découvert que ces sociétés qui ne pouvaient pas entendre le changement climatique, ne pouvaient rien entendre sur la pollution, ces sociétés peuvent s'arrêter. Et dans ces cas-là, c'est un peu comme quand je découvre que mon père n'est pas tout puissant et qu'il est faible aussi. Dans ces cas-là, de le voir faible me permet à moi d'être puissant. Et donc, cette jeunesse peut-être sauvera sa peau parce qu'elle aura découvert que ses états sont vulnérables. Et tout dépend d'eux, en fait, parce que les outils qu'on a créés à travers cette crise sont effrayants, puisqu'ils détruisent la démocratie, nous mettent sous contrôle, puisque nous avons créé un univers pour la technologie. Et donc, la technologie, aujourd'hui, nous contrôle. Ce qui, au départ, était une utilité est devenu une servitude. C'est pour ça que je disais la dernière fois, je voulais acheter un drone et je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que c'est amusant d'avoir un drone pour faire des photos. Mais si tout le monde, comme le disait Kant, de mettre tout le monde avec un drone, on rentre dans quelle société? Où va être l'espace intime? Où va être l'espace privé? C'est intéressant d'avoir un téléphone, mais si on ne peut plus s'en passer, et c'est ce qui arrive, donc il devient une prothèse. Il devient une appendice indispensable à notre vie. Si on vous coupe Internet avec ce qu'on fait là, on dit mais c'est pas possible. Comment je vais communiquer? Il y a un monde qu'on ne pourrait pas supporter. Sans voiture, on ne pourrait pas le supporter. Donc on est devenu dépendant de la technologie alors qu'elle devait nous libérer d'une forme d'esclavage. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je crois que le juste équilibre de cette technologie pour qu'elle ne nous asservisse pas, mais qu'au contraire, elle nous serve, eh bien, je pense que c'est les générations de 15 ans jusqu'à 20 ans qui vont avoir l'intuition de ce demain. Peut-être dans un sens proche du vivant, c'est-à-dire si je mets les services de nos technologies dans l'esprit du vivant, alors je vais au contraire faire beaucoup de choses pour que le monde rétablisse le nid dont il a besoin pour exister. Par contre, si je rentre dans quelque chose de terrible qu'annonçaient certaines science-fiction, mais qui est fort possible, qui serait, moi j'appelais ça la médecine de la cigale, et il y a 15 ans j'avais écrit un livre, alors que je croyais que ça devrait arriver dans 100 ans, je suis épatée parce que tout ce que j'avais écrit est arrivé, à mon effroi total d'ailleurs, mais ce qu'on peut faire, c'est la médecine, en tout cas la vie des cigales. Il se peut que les générations qui viennent soient sous terre pendant des années avant qu'il y ait une génération qui puisse à nouveau sortir. C'est possible qu'on aille vers là. Mais c'est possible aussi, après ce qu'on a vécu, après la capacité d'information qu'on a, que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on utilise toute cette technologie pour préserver le vivant et le vivre ensemble de qualité. Ça paraît utopiste, mais ça ne l'est pas plus que le reste. On est à nouveau un carrefour. Je disais pour l'environnement, on a un environnement dépressif ou un environnement contrôlant et il reste peu de l'environnement vivant de la chaîne, mais c'est un carrefour. Et à tous les niveaux, aujourd'hui, on est dans un carrefour avec des moyens incroyables qu'on pourrait utiliser pour l'homme. Alors moi, ça me fait penser à ton cercle du début. On revient toujours à une histoire de cercle en définitive. Oui, c'est ça. Dès qu'on est dans le cercle, tout compte. Prenons, quand on me dit, mais comment tu vois ça? Je dis, mais ça serait... Je fais juste une chose. Je crée dans toutes les écoles comment ça s'appelle, pas histoire, géo, je dirais quoi, un type de transmission qui serait la suivante. Étudier son environnement. Tu as un t-shirt H&M, très bien. Il vient d'où? Chine, esclavage, on étudie l'esclavage. Est-ce que l'esclavage a disparu? Non, il n'a pas disparu. Tu as un iPhone, très bien, ok. Il vient d'où? Comment on fait pour l'uranium? Est-ce que l'uranium est une richesse importante qui peut rester? Il va en manquer. Comment tu feras pour le truc? Qui le fait? Des esclaves aussi? Ok. Est-ce que ça a changé? Non. Quand c'est que l'esclavage a disparu chez toi? Qu'est-ce que tu bois? Du Coca-Cola? Où sont les villages où il pique toute l'eau et où les gens crèvent? Si
on mettait dans tout, tu manges du bœuf, très très bien. Combien il faut pour de viande, etc., pour le bœuf que tu manges? Est-ce que tu peux manger ça? Je vous donne 2 ans. Et le regard du monde a changé. C'est clair. En partant juste de ce que l'on vit, de ce qu'on achète. De cette chaîne que l'on rétablit en disant chaque fois que je prends ça, je nourris telle chose et je détruis telle chose. Eh bien, si on ne fait pas ça, c'est que quelque part dans les structures qui nous dirigent, il n'y a aucun intérêt à donner une vision d'ensemble écologiste à l'humanité. Et c'est ça qui est effrayant, parce que ça devrait passer par le système scolaire. Et j'espère qu'il va y avoir des prises de conscience et qu'il y a des gens, quand on dit pourquoi tu fais des vidéos gratuitement, parce que je pense que l'équilibre d'une vie, c'est la partie où on gagne sa suffisance et l'autre partie où on donne parce qu'on est citoyen de la Terre, eh bien j'espère qu'il y aura pour les enfants des regroupements de cette vision holistique, cette vision en cercle de parler d'une chose et de regarder partout où elle touche. Une bouteille, une canette de coca, c'est la canette elle-même, son voyage, jusqu'où elle va, le coca, qu'est-ce qu'il donne, jusqu'où il va, et la plante. Donc, qu'est-ce que ces trois? Économiquement, qu'est-ce qu'elle donne? Dans la santé, qu'est-ce qu'elle donne? Je suis déjà avec 5 seulement, 5 matières différentes. Et je n'ai parlé que d'une chose que j'utilise fréquemment si je suis jeune aujourd'hui. Donc, l'obésité, on peut parler que ça entraîne. Donc ça, c'est le cercle. C'est-à-dire, je prends un élément et je le remets dans la chaîne de ce qu'il fait vivre et de ce qu'il détruit. Dès qu'on commence à penser de cette façon, on se sent des fois impuissant parce qu'on dit, mais c'est pas possible. Mais n'oublions pas que quand on comprend une chaîne, on sait que c'est le maillon le plus faible qui en fait sa force. Et du coup, tac, on sait où il faut taper pour pouvoir faire exploser cette chaîne destructrice. Ouais. Alors, pour parler des programmes scolaires, vu que nous, on a tous fait les devoirs à la maison, c'est vrai que je pense qu'on s'est rendu compte, bon, déjà que les maîtresses, elles faisaient un boulot formidable. Voilà, Oui, c'était pas déjà bravo. Et que c'est le vrai. programme scolaire, des fois, on se demande s'il est adapté ou pas adapté, quoi. Enfin, moi, j'ai fait la préhistoire avec ma fille là. Moi, j'avais pas appris ça et j'ai trouvé il y avait beaucoup de choses qui étaient erronées, quoi. C'est vrai que c'est particulier les programmes scolaires actuellement. C'est sur l'ouverture Mais du monde, c'est compliqué, hein. c'est l'éducation. Mmh. C'est pas rencontrer la façon de penser, c'est éduquer, c'est-à-dire rentrer dans la même pensée. Et on voit bien qu'on a les écoles normales. Déjà, un mot de l'école normale, mais qu'est-ce que ça veut dire la norme? Je suis le gardien de la norme, c'est effrayant, école normale. Mais on crée des schémas qui sont, euh, qui permettent d'avoir cette réalité virtuelle à laquelle on est soumise. Et dès le plus jeune âge, on met ça en place. Dès le plus jeune âge, on fait de la compétition. Donc, on ne pense pas à aider l'autre, on passe à y passer devant. Comment ça peut se passer autrement plus tard? Et qu'on ne nous dise pas que c'est vrai, que les hommes sont comme ça, c'est pas vrai. Parce qu'on prend par exemple une nurserie, eh bien, on voit que les nourrissons ont de l'empathie, puisque quand il y en a un qui pleure, tous les autres s'y mettent. Hein. Donc, il y a une empathie totale. Et quand on voit le coronavirus, mais on prend un tremblement de terre, on prend un truc, qu'est-ce qu'on découvre? Une solidarité incroyable. Donc, spontanément, l'homme, il y aura toujours certains qui seront comme ça, bien sûr, mais la grande majorité est dans un schéma du cœur et de la solidarité. Par contre, pour pouvoir adhérer au monde virtuel, il faut fermer son cœur. Sinon, je n'ai jamais le courage d'être le premier parce que je vais aider tous mes potes. C'est sûr. C'est pas possible. C'est Mais ça. on le voit bien, quand j'ai des professeurs, il y en avait un qui avait du mal avec l'autorité, tout ça. Et puis, il faisait des interrogations et je lui dis, mais tu sais, pourquoi tu leur dis pas sur quoi tu vas les interroger? Ah, il me dit, ça serait plus le jeu. Attends. Ben, je lui dis, pourquoi? Tu veux qu'ils apprennent quelque chose ou tu veux les piéger? C'est quoi l'idée? On fait quoi? Si tu crois que ça, c'est très important, tu leur dis, voilà, demain, je vais vous interroger sur ça, sur ça, sur ça. Vous allez avoir 4 ou 5 questions, donc ils sont à peu près comme ça. Il me dit, ouais, bah alors ils vont tous faire juste. Je lui dis, ben, ton idée, c'est quoi? C'est qu'ils aient appris l'information ou c'est que tu vois ceux qui ne travaillent pas? Parce qu'on s'en fout. C'est La vraiment, revalorisation par le positif aussi, hein. oui,
mais c'est aussi l'objectif. Hein, nous, on est dans un objectif qui crée constamment celui qui va tricher, celui qui va être défaillant, celui qui va être ceci. Je veux dire, quand on a fait toutes ces feuilles pour sortir, c'était quoi? On veut piéger quoi? Quand on met des voitures qui vont à 200 à l'heure et qu'on met une circulation à 80, on fait quoi? Si on ne peut pas aller à plus de 130 ou 150, très bien. Alors on dit au constructeur, vous ne dépassez pas. Ça serait cohérent dans ces cas-là, non? Tout à fait, oui. Bon, mais non, on rentre dans un schéma, c'est un schéma fou. On dit, ah non, il faut que ce soit une voiture qui aille 200, mais tu ne peux pas aller à plus de 80. Ouais, d'accord, change le truc. C'est certain. C'est vraiment l'incohérence. C'est certain. Ça fait déjà 46 minutes que nous sommes ensemble, c'est très agréable. Je voudrais que tu nous dises le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tout le monde qui nous écoute là? Eh bien, je crois qu'on est dans une période où on peut prendre le pari fou d'essayer d'incarner ce qu'on a ressenti pendant cette période de mise à distance du mouvement infernal que nous avions créé. Si les autres ne le font pas, ne vous en occupez pas. Essayez d'être des résistants au fait qu'on redevienne des rats qui tournent en cage à toute vitesse. Ce n'est pas la peine de retourner dans l'arène. On peut quitter l'arène et dire « moi, je vais dans les bois ». Et ça, je crois que c'est vraiment ça le message, c'est oser aujourd'hui, oser. Il n'y a pas de miracle. Pour oser, il faut sentir que soit je fais ça, soit j'existe plus. C'est vraiment le choix de vie aujourd'hui qui est proposé à plusieurs. Si je vois que je peux faire du télétravail, il n'y a pas de raison que je reste dans un endroit bondé où je fais 2 heures de trajet. C'est pas possible. Je vais à la campagne, je crée un lieu, enfin, je travaille à la maison, mais je vais aussi avec un lieu où je partage, où je fais des gens, je prends du temps pour moi, je m'accorde une vie. Quand on a cru que l'esclavage était aboli, on ne s'est pas rendu compte qu'on l'avait juste déguisé autrement. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être après des millénaires sur lesquels on a construit cette société, dans l'esclavage, c'est peut-être aujourd'hui de retrouver le goût de l'homme libre. Parce que nos concurrents, aujourd'hui, c'est les robots. Et ils nous remplacent sur le plan mécanique, hein, de tout ce qu'on peut faire, sur le plan intellectuel, puis dirigent la bourse et toutes les actions que l'on voit. Hein, bien, c'est eux qui sont aux commandes. Vous ne pouvez pas faire plus vite qu'eux au niveau du cerveau et vous ne ferez pas mieux qu'eux au niveau des mains. Par contre, ça pose la question, qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain, c'est celui qui peut sortir du cadre dans lequel on l'a mis. Votre cerveau, vous lui mettez 10 mots. Il va faire des tas de phrases avec 10 mots, des tas de concepts avec 10 mots. Si vous êtes un ordinateur, vous ferez des milliers de choses avec ces 10 mots. Mais si vous êtes un ordinateur, vous n'aurez jamais l'intuition d'un 11e. Par un biais différent qui est le corps, on a une intuition, une révélation de quelque chose qui déstabilise l'ensemble. Et l'humain a cette propriété de pouvoir, avec ses sens, créer une autre réalité que celle des robots qui sont qu'avec leur cerveau. On nous a coupé du corps pour soi-disant nous élever. Rentrons dans le corps pour nous enraciner. Et ça, c'est le défi de demain, si on veut que l'espèce humaine ait toujours sa place sur cette planète. Voilà comment je peux finir. Ouais, c'est super joli. Merci beaucoup. C'était un agréable moment. Okay. Merci à vous tous qui étaient derrière l'écran. Merci d'avoir... il y a des jolis commentaires. Hein, ils sont tous d'accord avec toi, tout ce que tu as dit. Merci à tout le monde. Bonne soirée et à très bientôt pour moi. Et à très bientôt, Ghislaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.